Parce que imagine, là sur la Star Academy, bon, j'ai compté avant l'interview, j'ai 68 micros par exemple. Chaque micro, il émet à 360 degrés autour de lui une fréquence. Chaque ear, dont j'en ai une cinquantaine sur la Starac ici. Et pour la partie ear, là si on regarde le plateau, on doit bien avoir, je pense, une petite dizaine d'antennes de ear qui se battent un peu partout sur le plateau en fonction de l'endroit où les ears doivent jouer. Quand on n'a pas l'habitude, on dit en général, vous mettez le micro sur votre menton, ça bouge pas d'ici. Donc très très important, ouais, effectivement, quand on bouge la tête, il faut que le micro suive. Il faut pas que, voilà. Donc là, vous devez entendre ce que ça peut donner. Salut et bienvenue dans l'ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à partir à la rencontre de Régis qui est opérateur à la coordination HF, employé par AMP Visual TV et qui nous attend dans les coulisses de la Starac. Alors si vous êtes passionné de son et de télévision, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo puisque vous allez apprendre et découvrir pas mal de choses. Juste avant de le retrouver, j'aimerais remercier AMP Visual TV et Studio de France qui assurent toute la partie technique et l'accueil de cette émission sur le plateau 217, ainsi qu'Endemol, producteur de la Starac, qui m'ont permis de réaliser cette interview. Et puis merci également à vous de suivre les différents épisodes de la chaîne et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur TikTok. Alors n'hésitez pas à rejoindre nos 14 000 abonnés pour découvrir plusieurs fois par semaine de courtes vidéos sur les coulisses, l'actu et l'histoire de la télévision. Ceci étant dit, je vous souhaite la bienvenue dans l'ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Régis et merci de nous accueillir au studio 217 pour nous parler de ton métier de responsable opérateur HF. Bonjour Laurent. Alors j'ai beaucoup de questions à te poser à propos de ton métier parce qu'au niveau du son, pour tout avouer, j'y connais absolument rien. Mais juste avant, comme il est de tradition sur cette chaîne, on va faire un petit point sur ton parcours. Et le tien est plutôt atypique puisqu'avant de t'intéresser au son, tu étais professeur de physique-chimie. Effectivement, alors je me suis jamais destiné au son dans la vie, donc j'étais parti pour faire des études dans l'enseignement. Je me suis retrouvé même prof un an devant des élèves et je me suis dit qu'au final c'était peut-être pas fait pour moi. Donc effectivement j'ai très vite bifurqué. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait prendre ce virage à 180 degrés en laissant de côté ton métier de prof pour atterrir dans le son? Comment s'est passée cette transition? En fait j'étais déjà un peu dans le son à vrai dire, donc je faisais déjà de la musique, du son le week-end. Je ne me voyais pas en faire forcément mon métier, c'était d'abord une passion au début. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui bossait dans le son à la télé, qui m'a clairement vendu le métier. Moi qui me retrouvais devant mes élèves pas forcément motivé à vrai dire. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. Donc je me suis lancé dans une école de son, j'ai été à l'INA pendant un an. J'ai fait des stages dans plusieurs boîtes de captation audiovisuelle, AMP Euromédia, voilà, j'ai fait les deux boîtes, j'ai fait des stages dans les deux boîtes, et puis j'ai vite fait mon petit chemin, mon petit réseau dans le milieu, et me voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi concrètement ton métier? Alors du coup, à l'endroit ici même où je te parle, au 217 sur la Star Academy, j'ai un peu deux vocations. Déjà être coordinateur HF, donc élaborer le plan de fréquence, faire en sorte que toutes les machines fonctionnent les unes avec les autres, et aussi de l'exploitation, donc équiper les intervenants du Prime, les candidats, les jurys, les guests, etc. Donc ça c'est pour la partie simplifiée, mais on va entrer un petit peu plus dans les détails. Si on prend par exemple une saison de la Star Academy avec des primes qui vont se tourner au studio 217, quel va être ton travail en amont, donc les jours qui précèdent le premier direct? Alors, je suis venu sur place une semaine avant le premier prime, donc pour faire l'installation de tous les équipements. Calculer ce fameux plan de fréquence pour faire en sorte que tous les éléments, aussi bien micro et ears, fonctionnent les uns avec les autres, qui ne se rentrent pas dedans, qui ne se perturbent pas.
Et mon boulot en amont, c'était aussi également de tous les racks de HF que vous voyez derrière moi, il fallait faire un plan de ces racks, histoire de ranger, on va dire, les éléments dans le bon ordre, et qu'il y ait une manière logique de travailler, de les câbler les uns avec les autres de la manière la plus efficace aussi. Donc tout ça, c'est un boulot qu'on fait en amont et lors de l'installation qui a pris une petite semaine ici avant le premier prime. Alors, tu parles de fréquences depuis tout à l'heure et j'aimerais qu'on s'attarde sur ce sujet pour bien comprendre, puisque certaines d'entre elles sont donc audibles et d'autres non. Alors, est-ce que l'ancien prof peut nous faire un petit cours et nous expliquer ce que sont des fréquences ? Alors une fréquence, tout simplement, c'est une onde qui va se propager dans l'air, on va dire ça de manière très simple. Dans l'air, elle n'est pas forcément visible, donc on peut imaginer aussi une fréquence qui se propage dans l'eau, donc là ce sera plus évident, plus visible. Donc vous voyez à la surface de l'eau des ondes, là il faut juste imaginer qu'une fréquence c'est la même chose, sauf que ça se propage dans l'air. Donc effectivement il y a des fréquences qu'on peut entendre, donc des fréquences que l'oreille humaine peut entendre, elles sont plutôt basses dans le spectre, en général c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Et quand on parle de fréquences de micro, là on est plus haut. On parle en mégahertz et on est précisément, pour tous les équipements de micro et de IR, on est précisément entre 470 et 694 MHz. Et ce qui est complexe, c'est que chaque micro, chaque oreillette doit être configurée sur une fréquence différente pour ne pas se perturber les unes avec les autres. Voilà, exactement. Donc on peut se dire un micro c'est une fréquence, un IR c'est une fréquence, mais malheureusement c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on met deux fréquences en contact l'une avec l'autre, elles vont recréer des autres fréquences, malheureusement. Je te parlais de l'eau tout à l'heure, donc imagine que tu jettes une pierre à un bout d'un étang, que tu jettes une pierre à un autre bout d'un étang. À l'endroit où les deux fréquences à la surface de l'eau se rencontrent, elles vont en créer des autres. Donc ça s'appelle des intermodulations. Donc pour faire en sorte qu'on ne soit pas gêné par ces intermodulations, on utilise des équipements informatiques. Après, on peut faire aussi les calculs de tête. Mais quand on a, comme sur la Starac, 130 fréquences sur un plateau, il faut forcément l'outil informatique qui va tenir compte du paramètre de toutes les machines. Des bandes passantes aussi de toutes les machines. Faut se dire qu'une référence de micro, elle ne va pas fonctionner forcément de 470 à 694 MHz, mais elle va avoir une bande passante. Maintenant, ça va, on a des bandes passantes de 100, 130 mégas pour une machine. Mais il faut un peu penser à tout ça en amont et il faut paramétrer les machines en fonction des unes et des autres que tu vas mettre en relation sur le plateau pour que tout puisse fonctionner correctement. Et ce que tu me disais également juste avant l'interview, c'est qu'il faut faire aussi attention à plein de choses, notamment à la 4G, mais aussi aux fréquences dégagées par le mur LED, en fait à l'environnement qui entoure le plateau. Alors effectivement, on n'est pas tout seul sur ce plateau, il y a plein d'autres corps de métier. Il y a des éléments extérieurs au plateau, donc effectivement je t'en parlais, par exemple la 4G c'est notre ennemi un peu aux gens du son, puisque la 4G, les opérateurs grattent de plus en plus sur notre bande passante. Il y a encore 5 ans, on avait accès à 470 jusqu'à 780 MHz, mais là, depuis 5 ans, on a perdu 100 MHz qui a été revendu aux opérateurs téléphoniques. Donc ça, c'est un premier truc, donc tenir compte des fréquences utilisées par les opérateurs téléphoniques. Et la deuxième chose, c'est la TNT aussi, parce que vous savez que la TNT, maintenant, qu'on capte partout, elle est numérique terrestre et elle utilise aussi nos bandes passantes et pile poil les mêmes qu'on utilise pour les micros. Donc un canal TNT, ça fait 8 MHz de bande passante. À chaque endroit où tu te trouves, où tu vas faire un tournage, il faut que tu considères les canaux TV que tu vas trouver à cet endroit-là. Et forcément, je ne peux pas caler mes micros et je ne peux pas caler mes ears sur ces canaux TNT, puisque sinon je vais être gêné. C'est pas moi qui vais gêner la télé, mais par contre la télé va me gêner. Alors pour nous aider à imaginer le résultat d'une installation, si on prend par exemple le studio 217, là où se tourne la Star Academy, avec toutes les fréquences et les ondes représentées par des lignes de couleurs par exemple, à quoi ressemblerait le plateau ? Alors, à quoi ressemblerait le plateau si chaque micro ou chaque ear est une ligne ? Alors oui, ça va vite être, je pense, une toile d'araignée, le truc. Parce que imagine, là, sur la Star Academy, j'ai compté avant l'interview, j'ai 68 micros, par exemple. Chaque micro, il émet à 360 degrés autour de lui une fréquence.
Chaque IR, dont j'en ai une cinquantaine sur la Starac ici, pareil, va créer aussi sa fréquence à lui. Bon, après les IR, on peut tricher un peu, on va utiliser des antennes très directives pour pas envoyer ces fréquences justement n'importe où. On va pile poil les emmener là où on en a besoin et pas ailleurs. Donc on va vite avoir une toile d'araignée qui s'enchevêtre et en plus, ce que je te disais avant, c'est que chaque fréquence qui en rencontre une autre va en créer d'autres. Donc imagine ce qu'on a autour de nous, ce qui nous entoure, c'est très très complexe. Et en 2022, je me souviens que tous les primes de la Star Academy ont été diffusés depuis les studios du Landy, à l'exception de la finale qui a été tournée au 217. Du coup, dès que le matériel change d'endroit, tu es obligé de tout repenser l'installation avec de nouveau des calculs de fréquences. Alors ouais, effectivement, l'année dernière, on n'a pas été gâtés puisque la finale, on avait une semaine de temps pour démonter le plateau là-bas, le réinstaller ici, donc beau petit défi. Et en termes de plan de fréquence, ça veut dire recommencer le boulot. Parce que bon, en gros, ici, le 217, moi j'appelle ça une passoire. Parce qu'on est très sensible aux éléments de l'extérieur, donc la téléphonie on la capte à fond, les canaux TV on les capte à fond, ce plateau-là est très peu isolé, alors qu'au Landy on est dans des vraies cages de Faraday. Les plateaux sont hyper bien isolés et là-bas tu captes absolument pas la TNT ni la 4G. D'ailleurs vous pouvez vous en rendre compte, au Landy il n'y a jamais de réseau téléphonique. Donc ça m'arrange quand je fais de la HF, quand il n'y a pas de réseau sur un plateau, c'est que j'ai beaucoup plus de place pour caler mes micros qu'ailleurs. Voilà, donc c'est plutôt un bon truc d'être isolé de l'extérieur quand tu fais de la HF. Et un mot pour revenir sur les antennes également. En fait, tout le plateau de la Starac est entouré d'antennes émettrices et réceptrices, hein, c'est ça? Alors c'est ça. Alors par exemple pour les micros, j'ai 2 antennes qui réceptionnent tous les micros. Ensuite, ces antennes, elles redistribuent ce qu'elles ont capté sur des splitters et les splitters redistribuent ça aux récepteurs. Donc ça c'est pour la partie micro. Et pour la partie IR, là si on regarde le plateau, on doit bien avoir, je pense, une petite dizaine d'antennes de IR qui se battent un peu partout sur le plateau en fonction de l'endroit où les IR doivent jouer. Et en fonction du modèle de IR que j'utilise, je vais utiliser des antennes différentes, placées à différents endroits. Comme je te disais avant, j'ai des antennes qui envoient beaucoup plus fort et qui vont permettre de passer à travers les murs de LED. J'en ai d'autres qui ne vont pas pouvoir passer à travers les murs de LED. Donc en tenant compte de tous ces éléments qui sont sur le plateau, je dissémine une petite dizaine d'antennes d'émission sur le plateau. Donc là, on vient de parler de tout le travail à faire en amont d'un prime, mais ton second travail, ton second rôle, c'est également de gérer tous les micros le jour de l'émission. Alors je suis pas tout seul, on est toute une équipe, parce que équiper des gens, des intervenants sur un plateau, ça prend du temps si on veut bien faire les choses. Il faut tenir compte des exigences des uns, des autres, des habitudes des uns, des autres. Donc c'est un peu un truc qui se fait au fil des semaines. Des petites habitudes qu'on prend avec les élèves, avec les profs, etc. Donc on est plusieurs à gérer ça. Et effectivement, pendant les répètes, pendant le prime, je fais de la surveillance toujours avec une machine qui me permet de surveiller justement tous les éléments extérieurs qui viennent pas se greffer sur mes fréquences que j'ai calées. Et en plus de ça, je participe à l'équipement des candidats, des profs, des guests qu'on accueille. Et puis on respecte un peu leurs exigences aux uns et aux autres. Alors tu parles de surveillance pendant l'émission, mais ça veut dire quoi en fait surveiller? Est-ce qu'une conversation téléphonique pourrait par exemple passer dans le micro de Nikos? Alors dans la théorie pourquoi pas, dans la pratique heureusement non, parce que le signal audio qui est codé dans la fréquence, il va pas être codé de la même manière entre le IR de Nikos, le micro de Nikos et les opérateurs téléphoniques. Donc ma fréquence va être perturbée par une autre fréquence, effectivement, donc ça va se caractériser par un décrochage du micro. On peut entendre un petit pssst, voilà, ce genre de choses sur le micro, où nous, dans le jargon du son, on appelle ça des oiseaux. Donc une perturbation extérieure, mais en tout cas, je ne vais pas pouvoir démoduler l'audio de la téléphonie. Avec mes appareils à moi, je ne peux pas le démoduler en tout cas. Et pour en revenir au matériel, j'ai pu voir que tu avais beaucoup de micros différents derrière toi. Alors qui va utiliser quel micro et surtout pour en faire quoi? Si vous regardez la table, effectivement, on a plein de modèles de micros différents. Donc on a des micros mains, on a des micros serre-tête, on a des micros cravates, voilà, en fonction de l'utilité qu'on en a. Et dans les micro-mains, on va avoir plusieurs sortes de micro-mains aussi. On a des micro-mains qui sont dédiés aux chanteurs, donc plutôt les candidats. On a des micro-mains qui sont dédiés plutôt au jury Nikos. Qu'est-ce qui va changer? C'est essentiellement la
capsule du micro, donc c'est ce qu'on met au bout du micro. La directivité de cette capsule, elle va changer, la sensibilité de cette capsule va changer aussi. Pour un chanteur, on va bosser plutôt avec des capsules cardioïdes, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la voix du chanteur et pas d'avoir l'entourage autour. Donc on veut vraiment isoler la voix du chanteur pour pouvoir la gérer avant tout en sono. Parce que bon, les chanteurs, forcément, ils ont souvent des retours de scène. Il faut qu'ils puissent s'entendre très fort sur le plateau. Donc, avec un micro cardioïde, avec une directive cardioïde, ça va permettre de faire ça beaucoup plus facilement. Alors que sur les profs et Nikos, par exemple, on a des capsules plutôt super cardio. On va ramener un son un peu plus précis. Mais par contre, la directivité du micro, elle va capter à la fois le son de la voix de l'animateur, mais aussi malheureusement un peu le son environnant. Mais ces capsules-là, elles permettent d'être beaucoup plus précises. Donc pour du talk, par exemple, on va privilégier ce genre de capsules super cardio. Et concernant les candidats de la Starac, vous avez dû leur apprendre à tenir un micro correctement pour avoir un son toujours agréable à l'oreille. Alors quel genre de conseils leur as-tu donné ? Alors effectivement, là tu vois, quand je te parle, par exemple, là tu dois avoir certainement que des aigus dans ma voix, et plus je vais rapprocher mon micro, plus tu devrais avoir des graves, voilà. Là on a l'effet de proximité qui fait son boulot. Donc ouais, on leur donne des consignes aux candidats, c'est bien sûr de fixer le micro. Quand on n'a pas l'habitude, on dit en général vous mettez le micro sur votre menton, ça bouge pas d'ici. Donc très très important, ouais, effectivement quand on bouge la tête, il faut que le micro suive, hein, il faut pas que voilà. Donc là vous devez entendre ce que ça peut donner. Pareil, le micro il se tient comme ça. Il se tient pas façon comme ça, parce que là donc je te parlais tout à l'heure de la directivité des capsules, mais quand je tiens mon micro comme ça, il fait son boulot comme il a été conçu, alors que si je vais tenir mon micro comme ça, je vais changer la directivité de la capsule, et donc le son va devenir certainement beaucoup plus nasillard, beaucoup plus cristallin. Donc déjà si le fabricant Sennheiser là, de ton magnifique micro, il a conçu le micro comme ça, il faut l'utiliser comme ça, et pas autrement. Et est-ce qu'on leur apprend également à travailler avec des oreillettes ? Parce que je suppose que ça ne doit pas forcément être évident de s'entendre chanter pour la première fois. Alors effectivement, c'est plutôt déroutant d'utiliser des ears quand t'as pas l'habitude. Donc cette année, les élèves, ils ont été gâtés, ils ont des moulages qui ont été faits à leurs oreilles. Donc ça permet de les isoler complètement du son du plateau et du son enfin c'est vraiment très hermétique. Donc effectivement, il faut qu'ils prennent l'habitude de garder toujours les deux oreilles. Parce que forcément, si on met qu'une oreille déjà, on va écouter beaucoup plus fort et on va se niquer l'oreille, on va pas s'en rendre compte. Donc très important, il faut garder les deux oreilles. Et c'est vraiment en s'isolant du plateau qu'on va pouvoir construire son mix à soi. On est en mesure aux candidats de leur envoyer bien sûr la musique séparément. On peut leur envoyer n'importe quel instrument du plateau, n'importe quel autre intervenant du plateau, leur propre voix, des effets. Et on peut aussi envoyer des ambiances dans ces ears, donc qui seront isolés du plateau sans trop l'être, puisqu'en remettant les ambiances du plateau, ils vont avoir les applauses, ils vont avoir le public, mais ils vont avoir la gestion parfaite de leurs oreilles. Et pour en revenir à la Star Academy, qu'est-ce que ça te fait d'être aujourd'hui le responsable HF sur la Starac, une émission que tu regardais sans doute étant plus jeune ? Alors effectivement, j'étais plutôt à fond dans la Starac à l'époque. En fait, j'ai toujours de toute façon été très à fond dans la télé d'une manière générale depuis tout petit. Je pensais pas m'y retrouver un jour, mais c'est clair que c'est juste énorme de l'autre côté de l'écran, de voir ce qui se passe backstage, etc. Et j'étais comme un ouf à l'époque, je regardais un peu tout ce qui se passait, les micros, tout ça, l'orchestre, tout ça. Donc là, je vis le truc pleinement et c'est juste énorme. Par contre, est-ce qu'il y a une certaine pression lors du prime ? Parce qu'en fait, tout dépend en partie de ton travail quand même, du moins au niveau du son des artistes et des candidats. Après, de toute manière, sur un plateau, tout dépend du travail de tout le monde. C'est juste la coordination de tout le monde qui fait que ça marche. Mais effectivement, quand on est en direct, on est forcément un peu plus stressé que quand on est en enregistré, qu'on a le droit à l'erreur. Là, voilà, il y a 64 micros, faut que les 64 fonctionnent au moment où ils doivent fonctionner, il n'y a pas le choix. Et d'ailleurs, est-ce que tu as déjà connu une grosse galère sur le tournage d'une émission ? Oui, j'ai connu une grosse galère, il y a quelques années, c'était à la chanson de l'année à Nîmes, dans les arènes, et je sais que, je me souviens très précisément, c'était à Zaz de chanter. Elle avait le micro 8 dans les mains et j'étais en train de surveiller les porteuses HF sur mes récepteurs. Et là, je vois le 8 qui s'effondre.
Et je dis, bah merde, le 8 c'est Zaz. Donc c'est la seule fois de ma vie que je l'ai fait, mais j'ai couru en plateau avec le micro SOS. Et je suis allé lui donner, et puis voilà, tout le monde m'a vu donner un autre micro à Zaz. Voilà, je me souviens de ce truc-là. Et enfin, dernière question que je pose souvent à mes invités, sur quelle émission rêverais-tu de travailler ? Du moins, est-ce que tu as encore des rêves ? Oui, bah, j'ai énormément de rêves. De toute façon, j'en ai déjà concrétisé pas mal. Mais il y a 2 semaines, par exemple, j'étais sur l'Eurovision Junior. Donc ça, c'est déjà un gros truc de bosser sur l'Eurovision, parce que mon rêve ultime, c'est de bosser sur l'Eurovision adulte. Voilà, j'y crois fort, je croise les doigts pour que la France remporte le truc et que d'ici quelques années, je fasse la corde à chef sur l'Eurovision adulte, parce que j'ai déjà vu la belle machine que c'était sur l'Eurovision junior, donc j'imagine même pas ce qui peut être mis en œuvre sur l'Eurovision adulte. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Régis de nous avoir accueillis dans les coulisses de la Starac, et on croise les doigts pour toi, du coup, pour accomplir ton rêve. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Voilà, on arrive au terme de cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker et la partager. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast qui vous emmènera une fois de plus dans l'ombre des médias.